Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient régulièrement dans les séances de coaching. Qu'est-ce que la réussite? Se limite-t-elle au salaire et au titre? Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous, une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour chers juristes talentueuses et talentueux. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la réussite. Est-ce que pour vous, la réussite égale salaire et titre? C'est la question qui m'est régulièrement posée et qui vient souvent en séance de coaching. C'est quoi la réussite pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cette notion a évolué entre le moment où vous avez choisi vos études, vous avez eu votre premier poste et au jour d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous situez sur cette notion par rapport à cette notion de réussite? Parce que souvent, les personnes que j'accompagne soit en coaching professionnel, soit en bilan de compétences, soit en accompagnement mobilité ou à la prise de poste, m'indiquent que soit ils ont peur de la réussite, soit ils ne sont plus en réussite et ils ont peur de ne plus retrouver de réussite. Ok, mais qu'est-ce que ça signifie derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de réussite? Et je vous invite à réécouter le podcast 12 là-dessus, qui est aussi très intéressant sur le pourquoi on quitte un environnement et pourquoi on souhaite rejoindre un autre environnement. Pourquoi on quitte une entreprise et pourquoi on veut rejoindre une autre entreprise. Ok? Alors, je vais commencer par ma propre notion de réussite. J'avais à cœur de vous la partager puisque je la partage régulièrement en séance avec les juristes, les responsables juridiques et les directrices, directeurs juridiques que j'accompagne. Donc, je voulais vous la partager. Donc, moi, pour ma part, j'ai fait mes 5 années de droit, d'accord? J'ai fait 4 ans, 4 ans entre l'IUT carrière juridique et l'IUP juriste d'entreprise. Donc, à l'époque, ça s'appelait IUT et EUP. Pourquoi j'ai fait ce choix-là d'ailleurs? Parce que je voulais les cours de droit, bien sûr, de la fac, hein, parce que c'est intégré d'office. Le tronc commun des études de droit sont intégrés à l'IUT et à l'IUP, donc on suit forcément tous les cours de la fac.
Mais je voulais que ce soit professionnalisant, c'est-à-dire que je voulais des stages obligatoires, je voulais des cours par des professionnels et toutes les matières ATD. Donc, c'est ce que j'avais en fait. Donc, j'avais 35 heures de cours par semaine et j'avais des stages obligatoires, soit à partir du mois de mai pour tout l'été, soit un petit peu plus long sur 6 mois. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une école de commerce. Donc, j'ai voulu faire mon bac+5 en école de commerce. Donc, j'ai fait un master en droit des affaires, fiscalité et management. Pourquoi? Parce que je voulais avoir du management. Je savais qu'à la fac, il n'y avait pas de management. Je voulais les chiffres, puisque moi, j'ai toujours été formée au niveau de l'IUT, carrière juridique, option juriste d'entreprise, et ensuite à l'UP juriste d'entreprise, j'ai toujours été formée aux chiffres, c'est-à-dire à la gestion financière. Okay, la comptabilité, etc., et la gestion FI, les business plans, comment faire, etc. En plus de tout l'aspect fiscalité à côté qui se retrouvait tout au long des études également. Et donc, où je veux en venir, pourquoi j'ai voulu faire ces études? Qu'est-ce que ça représentait pour moi de réussir ces études de droit? Donc là, c'était ma première notion de réussite pour moi, réussir mes études de droit. Qu'est-ce que cela me permettait? En fait, venant d'un milieu modeste, où aucune femme de ma famille n'était diplômée d'un bac+5 à l'époque, j'avais envie de relever ce défi, j'avais envie de réussir des études de droit pour avoir une profession. J'étais encouragée pour cela par mes parents également. On avait le choix de choisir tout ce qu'on voulait faire, bien entendu. Je n'avais aucune pression, mais j'avais les encouragements, le soutien, ce qui est extrêmement positif pour pouvoir choisir sa voie. Et donc, moi, ma réussite, c'était déjà de réussir mes études de droit, d'aller jusqu'au bout, parce qu'au début, j'ai commencé par l'IUT et je ne pensais pas aller plus loin que l'IUT. Il s'est avéré que j'ai fini dans les premières de l'IUT, donc j'ai pu poursuivre à l'IUP. À l'IUP, j'ai eu envie encore plus de poursuivre, donc je suis allée vers le master en droit des affaires. Et mon objectif premier, c'était de réussir mes études de droit et de trouver un poste pour être indépendante financièrement. Bien sûr, et rembourser les prêts, parce que j'avais fait des prêts pour me payer toutes ces études de droit également. Donc, pouvoir rembourser et me libérer de cette pression financière que j'avais sur les épaules. Et donc j'ai pu réaliser cela. J'ai décroché mon premier poste pendant un stage et donc j'ai pu poursuivre puisque le Master 2 en droit des affaires que j'ai fait en école de commerce intégrait plusieurs stages. Donc, il y avait des périodes de cours, des périodes de stage à temps plein, des périodes en alternance où on était 2 jours en cours, de 8h à 18h et 3 jours en entreprise. Et ensuite, j'ai eu 2 stages de 6 mois. Et donc, il s'avère que le deuxième stage de 6 mois, ils avaient un besoin en interne, ils ont créé un poste et j'ai obtenu mon premier CDD puis CDI comme ça. Donc, c'était en asset management. Voilà. Et donc, première réussite, c'était ça. Pour l'aspect pro, c'était de réussir mes études et d'avoir mon poste. La deuxième réussite, c'était au niveau personnel. Je voulais créer une famille, fonder une famille, avoir des enfants, vivre une vie de couple, etc. Donc je l'ai également réalisé. En parallèle de ce premier poste, et du deuxième poste plutôt, on a pu se marier et avoir nos 2 enfants et j'ai pu réaliser ma deuxième réussite, puisque ces 2 réussites-là, pour moi, étaient associées. Réussir à avoir mon indépendance financière par un poste qui me convenait, qui m'enrichissait, qui me permettait d'exploiter toutes mes compétences acquises et encore plus de les développer encore plus et d'apprendre. Et à côté, de fonder ma famille. Donc là, j'avais réussi. Pour moi, j'étais en réussite. J'avais une réussite sur l'aspect pro et sur l'aspect privé. Donc, j'avais mon salaire et mon titre. J'en étais là. Et j'étais maman, et j'étais épouse, et j'étais amie, etc., etc. Donc, j'étais en réussite sur à peu près tous les plans. Comme je dis en coaching, on a 5 domaines de vie, le domaine pro, le domaine perso, le domaine familial, le domaine du couple et le domaine de la vie sociale. Vous voyez, donc j'avais à peu près tout, j'étais en réussite sur tout cela. Et pourtant, j'ai été confrontée à un défi à ce moment-là qui a fait changer ma perception de la réussite. C'était de trouver l'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et surtout mes ambitions personnelles. Puisque oui, j'avais encore des projets plein la tête et oui, j'avais des ambitions. Forcément, c'est ce qui me permet d'avancer. Et je reviendrai plus tard à la fin sur la notion d'ambition. Mais pour moi, la notion d'ambition est positive pour avancer dans la vie, pour pouvoir soulever des montagnes et atteindre ses propres objectifs et ses propres réussites, si je puis dire. Et donc, j'avais autant d'ambition pro que d'ambition perso. Et donc, à l'époque, mes ambitions pro, c'était quoi? Continuer à apprendre, surtout apprendre, ne pas m'encrouter dans mon poste, ne pas tourner en rond, donc énormément contribuer à l'équipe, aux services avec lesquels on travaillait, aux clients, puisque j'avais 25 clients, société de gestion de portefeuille, contribuer au maximum. J'étais aussi membre
d'une association française des titres qui s'appelle l'AFTI sur Paris pendant 10 ans. Donc, je contribuais également à tous ces projets. D'accord, on a codifié le code monétaire et financier, etc. On a mené de gros projets. On a aussi transposé pas mal de directives européennes. Donc, oui, je voulais contribuer systématiquement à l'équipe à laquelle j'appartenais, à l'entreprise et à tous les projets auxquels j'étais associée. Et je voulais me développer. Je voulais manager. Je voulais être associée à un moment donné à la stratégie du service ou de l'entreprise pour acquérir cette vision à 360 degrés que je n'avais pas en sortant des études, que je n'avais pas en tant que juriste junior. J'avais besoin de l'acquérir également, de comprendre ce qui se passait, les enjeux, comment ils manageaient, comment ils géraient l'humain, puisque concrètement, mes managers et les personnes qui m'encadraient étaient des personnes qui géraient énormément d'humains, en plus des problématiques liées au service, etc. Donc tout ça, c'était passionnant. Donc là, j'assouvais mon ambition professionnelle. Et au niveau personnel, je voulais accompagner mes enfants dans leur découverte des défis de la vie, voilà, pouvoir les observer quand ils passaient de l'âge bébé à l'âge petite enfance, etc. Être à l'écoute, pouvoir être présente sur les grandes étapes de leur vie, les encourager, les écouter. Mais vraiment, quand je dis les écouter, je veux dire, c'est pas juste être présente physiquement. Ce que je voulais, c'était de la qualité, c'est-à-dire être présente physiquement et mentalement, c'est-à-dire ne pas encore penser à mes dossiers ou à mes défis pro quand j'étais avec eux, d'accord? Ce qui arrive régulièrement quand même quand on a une charge de travail assez conséquente et c'est ce que vous rencontrez quand vous êtes en séance, c'est ce qui m'est souvent rapporté. Je suis à la maison, mais je pense encore à mes dossiers, j'arrive pas à m'en détacher, je n'arrive pas à couper par rapport au pro, j'y pense encore le soir, soit sur la charge de travail, soit sur un échange qui n'a pas été concluant, etc. Donc, comment trouver cet équilibre? Et souvent, ça revient. Vous êtes confronté à cela tout au long de votre carrière et à certaines périodes charnières également, c'est plus intense. Par exemple, quand les enfants grandissent un petit peu ou quand un bébé arrive dans la famille ou quand il y a une prise de nouveau poste. À ce moment-là, il y a des conflits qui se posent. Il faut trouver cet équilibre. Donc ça, c'était mon deuxième défi. Et ma réussite a été, à un moment donné, de trouver cet équilibre. D'accord? Trouver cet équilibre entre mes ambitions professionnelles et mes ambitions personnelles. Comment j'arrive à concilier les autres, les deux ensemble. OK? Et puis, peu à peu, cette notion de réussite, pour moi, s'est transformée. Elle n'avait plus cette même saveur liée à la réussite professionnelle et personnelle dans ma famille. Elle était plus rattachée à des valeurs profondes et un sentiment que je pouvais éprouver. Puisque j'étais en poste, j'avais les enfants, j'avais ma vie de couple. Voilà, tout se passait bien, mais je sentais un manque. Il y avait encore un manque en moi. Et souvent, ça m'est dit en séance, j'ai un manque. Soit j'ai un trop-plein de dossiers, je suis sous l'eau, mais en même temps, j'ai un manque. Soit je m'ennuie, soit j'ai un manque de visibilité, de perspective, je ne vois pas vers où je vais. J'ai un manque d'apprentissage, j'apprends plus rien, je tourne en rond sur mon poste. J'ai un manque de reconnaissance qui arrive fréquemment également. Voilà, donc parfois, vous ressentez cela. À un moment donné, vous avez beau être en réussite sur le papier ou socialement par le salaire et le titre, mais vous ressentez quand même des manques. Et vous arrivez à des périodes charnières de votre vie professionnelle où vous avez besoin d'évoluer vers autre chose. Et c'est ce que j'ai ressenti à cette époque-là. Et pour moi, ce qui n'est pas le cas pour tous, je vous donne vraiment mon exemple pour vous le partager comme j'ai pu le faire notamment la semaine dernière à plusieurs reprises avec des clientes, des juristes, des responsables juridiques et des directrices juridiques en l'occurrence. Pour moi, j'étais en réussite sur le poste avec les enfants. Mon poste était maîtrisé, mes compétences continuaient à évoluer en fonction des besoins sur les différents dossiers, mais j'étais à peu près sur le même périmètre, donc j'évoluais bien entendu, mais de manière tranquille, en vitesse de croisière. Et puis, mes perspectives professionnelles étaient sympas, donc j'ai évolué peu à peu de juriste expert à responsable juridique, donc j'avais réalisé un certain nombre de choses. Et puis, j'avais dépassé quelques défis professionnellement dans le monde de l'entreprise, et puis avec les enfants, avec mon couple également. Donc, j'avais passé certaines étapes également pour essayer de trouver cet équilibre, et cet équilibre était à peu près créé. Et donc, ma réussite reposait plus sur la satisfaction de me développer moi, de comprendre comment j'allais encore pouvoir m'améliorer, progresser, croître, apprendre sur moi. Je voulais être en réussite sur le fait de savoir encore me remettre en cause, tout en ne perdant pas confiance en moi, mais me remettre en cause pour continuer à apprendre ce dont j'avais besoin,
pour observer mes réactions. Donc, quand je dis mes réactions, bah, c'est concrètement observer mes émotions, mes peurs, hein, mes blocages, qu'est-ce qui se passait dans cette situation, pourquoi je n'osais pas y aller, ou dans cette situation, bah, ok, j'y vais, sans souci. Donc j'avais besoin d'apprendre encore plus sur moi, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi là j'étais à l'aise, pas à l'aise, pourquoi là j'étais en manque quand je faisais ça, donc dans mon poste de tous les jours, et par contre pourquoi quand on me confiait une nouvelle mission, moi j'étais pas du tout en manque, j'étais énergisée, j'étais en énergie, j'étais satisfaite, ça vibrait, en fait ça vibrait en moi, c'est ça, c'est vraiment que ça vibrait. Et puis j'avais besoin vraiment de travailler avec cette partie émotionnelle, qu'est-ce que ça me disait de moi. Et je voulais toujours contribuer à aider les autres. Et maintenant, ça se retrouve également le fait de contribuer à aider et accompagner les juristes, les responsables juridiques, les directrices, directeurs juridiques sur leur chemin de croissance, leur chemin de développement tout au long des périodes charnières, des défis qui leur apparaissent, qui leur sont proposés. Ben, c'est ça, c'est vraiment de les aider à découvrir de quoi ils ont besoin et les apprentissages pour continuer vers leur développement, pourquoi pour obtenir du mieux-être, pour être plus heureux, pour avoir un peu plus de bonheur, plus d'épanouissement au niveau professionnel et au niveau personnel, donc se sentir reconnu, se sentir valorisé, se sentir à sa place, c'est-à-dire que les compétences sont reconnues, que l'on aide à progresser, c'est-à-dire être soutenu ou recevoir des propositions pour évoluer, pour avoir de nouveaux dossiers, pour être formé sur cela, pour avoir du feedback positif, constructif, pour toujours continuer à progresser, à se relever quand il y a eu un épisode peut-être difficile, un échange avec un client difficile ou un délai non tenu. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, moi, je veux contribuer au développement et à la croissance des personnes que j'accompagne. Voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. C'est vraiment que cette notion de réussite n'était plus basée sur le salaire et le titre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de contribuer à la croissance des uns et des autres. Et puis, ce que je veux faire également, c'est contribuer à leur épanouissement, donc avoir du mieux-être, à se sentir mieux, donc en énergie, pas fatigué, pas démotivé, pas avoir peur, la boule au ventre le lundi matin quand il faut aller bosser, être confiant ou confiante quand ils échangent avec telle et telle personne dans les équipes, voilà. Et donc concrètement, c'est se sentir fier d'appartenir à cette équipe, de vivre ce que l'on vit au niveau professionnel et au niveau personnel. Et moi, elle est là aussi, cette notion de réussite. Maintenant, ma notion de réussite, c'est de pouvoir partager ma fierté, mais ma fierté de quoi? Ma fierté de pouvoir partager au-delà des réalisations ou des projets réalisés, des projets terminés, de mes défis, de mes épreuves ou de mes échecs même, c'est vraiment de pouvoir partager ma fierté et de pouvoir partager les enseignements que j'en ai tirés. Qu'est-ce que ça m'a apporté finalement? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Comment j'ai progressé? Comment j'ai évolué? Comment j'ai pu croître, m'améliorer? C'est surtout la notion de m'améliorer, de progresser, de mieux me connaître pour pouvoir faire face aux différents environnements dans lesquels j'évolue et pour pouvoir faire face aux différents défis qui me sont proposés, tout en gérant le côté émotionnel derrière également. Okay? Et souvent, cette notion de fierté, donc c'est peut-être lié à mon éducation, mais c'est également lié à ce qui est véhiculé dans la société actuelle, c'est que cette notion de fierté est souvent rapprochée de la notion d'humilité. Donc, on ne peut pas exprimer une fierté parce qu'on ne va plus être perçu comme humble. On va ne pas faire preuve d'humilité dans ce cas-là. Et là, on revient sur une notion où l'humilité n'a plus à avoir le même sens selon moi et mes principes et mes valeurs qu'elle avait à l'époque. On peut très bien exprimer des fiertés par rapport aux enseignements, aux réalisations, aux projets qu'on a menés, tout en étant humble, en les partageant de manière humble. Et ça fait partie des qualités, je trouve, des leaders, notamment moi, de 2 leaders qui m'ont accompagnée tout au long de ma carrière, notamment. Donc, je crois profondément que d'être fier au-delà de ses réalisations, de ses réussites, de ses défis, de ses épreuves, de ses échecs, de ses expériences, il s'agit d'être fier des enseignements que l'on a tirés pour continuer à progresser, à se développer, à mieux se connaître. Et apprendre qu'il est bon aussi pour son entourage, pour son environnement professionnel et personnel de le partager et de le véhiculer. Pour partager l'énergie positive qu'on dégage quand on est fier de ce qu'on fait
eh ben, on dégage une énergie positive et on la partage. Et cette énergie permet également d'inspirer l'autre. Comme moi, j'ai été inspirée par les leaders qui m'ont encadré, qui m'ont permis de progresser, qui m'ont permis d'éclore aussi parfois dans certains contextes. D'accord? Et c'est ça que je trouve qui traduit les qualités du leader. Et je suis encore inspirée par des personnes. Je pense que tout au long de ma vie, je serai inspirée par des personnes parce que c'est mon moteur, c'est quelque chose qui me nourrit énormément et qui me permet d'avancer dans la vie. Et donc, quand on est dans ce partage, quand on arrive à partager et à véhiculer sa fierté, donc on transmet à travers cela son énergie positive, son inspiration, sa vision du monde, etc., ça permet également de rassurer l'autre, ok, et de lui montrer la voie comme un guide. Moi, c'est ce qui a été le cas. Ça me montrait la voie, ça m'ouvrait la voie comme un guide permet de le faire. Et comme lorsqu'on est enfant ou même adulte, enfant, adolescent, il y a des guides, on a des profs avec qui on s'attache plus que d'autres, en cours ou au sport ou à la musique ou au dessin, etc. Dans toutes les activités que l'on peut réaliser, on est porté par des personnes qui nous inspirent également et qui permettent plus tard de relever aussi certains défis. Et donc, il est important, je trouve, de s'intéresser aux personnes qui nous entourent autour de nous, comment elles nous ont inspirés, comment elles nous ont transmis leur inspiration. Et souvent, c'est par un joyeux mélange d'humilité et de fierté qui passe par le partage. Et je crois profondément que partager sa fierté peut se faire en toute humilité. Pourquoi ? Parce que dès lors que le partage est authentique, qu'il est basé sur des faits, des expériences, des choses vécues réellement par soi, c'est-à-dire qu'elles sont vraies, et ben, dans ce cas-là, on peut expliquer simplement le vécu, le ressenti, avec un vocabulaire accessible pour tous, pour que la personne à qui on s'adresse se sente respectée, reconnue et appartenir à ce monde également, que lui permet d'intégrer la personne en partageant ce qu'elle ressent. D'accord ? Le fait que cette personne partage en toute authenticité, en parlant de faits vrais, de vécus qui sont vrais, qui font partie de sa vie de tous les jours, avec des mots simples, accessibles, et bien dans ce cas-là, la personne peut vraiment s'ouvrir et se sentir en respect et même en phase, je dirais, avec cette personne qui lui partage et qui ose même lui partager. D'accord ? Et ce partage est également émotionnel. C'est-à-dire que l'on explique souvent aussi ce que l'on ressent, quel type de réaction on a eu, comment on s'est observé, quel type de réflexion on a eu, pour aboutir à telle analyse, à telle situation, puis à telle solution, comment on a rebondi, comment on a trouvé telle solution ou telle action à mener pour rebondir dans tel ou tel contexte. Okay ? Et ce partage émotionnel donne toute sa saveur aussi au partage de cette fierté. À partir du moment où il y a une émotion derrière le partage de cette fierté, on touche les valeurs de la personne également. D'accord ? Et donc, on se sent en cohérence avec cette personne, on a envie de l'écouter. Et pendant ma carrière de juriste, puis de responsable juridique, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui avaient cette qualité, qui avaient cette humilité en eux, qui étaient extrêmement humbles. D'ailleurs, sur leur titre ou même leur attitude, ils étaient très accessibles, selon moi. D'autres ne partageraient peut-être pas mon avis, mais selon moi, ils étaient très accessibles tout en ayant une humilité et un partage pourtant de leur fierté, et donc derrière de leur énergie, de leurs émotions, de leur façon de voir le monde, de leurs convictions, etc., qui m'a, moi, énormément énergisée, qui m'a apporté, donc qui m'a permis de croître, de progresser tout au long de ma carrière, bien entendu. Et c'est vraiment, leur notion de réussite n'était pas sur le plan de leur titre ou de leur mètre carré dans leur bureau ou du nombre de dossiers qu'ils traitaient. C'était vraiment sur cet aspect fierté par rapport aux équipes qu'ils menaient et ce qu'ils apportaient aux uns et aux autres dans leurs équipes. Et donc, ces deux managers savaient partager leur fierté en toute humilité, en toute simplicité, si je puis dire, vraiment en toute simplicité, pour que quand ils partageaient des événements qu'ils avaient vécus ou des dossiers, des contextes un peu plus compliqués, ils le faisaient vraiment en toute simplicité, et c'est-à-dire que quand ils le racontaient, jamais, moi, je me suis sentie petite ou écrasée, comme ça pouvait être le cas avec lors de d'autres échanges avec d'autres managers. Vraiment, ces personnes
permettait de se sentir grandi par leurs propos, en sécurité et en toute confiance également. Et ça, c'est vraiment important de le noter sur cette notion de réussite, de pouvoir d'être capable de partager des faits, enfin des situations vécues. Ils avaient l'art et la manière de partager leur contexte, leur situation, qui faisait que moi, je me sentais toujours inspirée par ce qu'il m'indiquait. Je ressortais de ces échanges toujours avec une compréhension plus profonde de moi-même et de ce que je pouvais rencontrer comme situation, et notamment une compréhension plus précise des situations que je vivais par rapport notamment à des personnes ou des managers que je rencontrais qui étaient dans le fait d'écraser les autres, de partager des dossiers avec un langage où personne ne comprenait ou avec un ton plus ou moins adapté pour que ce soit accessible à tous. Voilà. Et donc, à chaque échange avec ces managers, donc les managers inspirants, ils me permettaient de m'inspirer, de mieux me comprendre et de mieux comprendre mes interactions qui pouvaient être difficiles ou complexes avec d'autres personnalités qui étaient dans un partage où il n'y avait pas d'humilité. La fierté écrasait tout. Voilà. Et donc, ça permettait vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc, je vais vous partager 2 exemples avec ces managers pour que ça vous parle et peut-être enfin, j'espère en vous partageant cela, parce que c'est pas quelque chose que je fais fréquemment, sauf en séance, bien entendu, c'est que vous allez peut-être pouvoir vous y reconnaître et mon objectif serait que vous puissiez en tirer un enseignement qui vous ferait du bien pour la suite, pour être inspiré, quand vous avez à choisir, par exemple, entre 2 postes ou une opportunité professionnelle qu'on vous propose, etc. Assurez-vous toujours que le manager en face va correspondre à ce dont vous avez besoin. D'accord? Si vous avez besoin de quelqu'un qui soit humble et qui vous valorise, ou si vous avez besoin de compétition, de collaboration, de défis, ou plutôt d'harmonie et de calme avec un long fleuve tranquille. Voilà, il faut vraiment cibler ce dont vous avez besoin, vous. Et donc, est-ce que le manager va respecter cela? OK? Oui, donc c'est lorsque j'ai mis en place le service juridique dans le cadre d'une création de service global. C'était en 2017, oui. Donc j'avais remis à plat toutes les conventions, donc tous les schémas contractuels, toutes les conventions. On avait 25 clients et on avait 3 ou 4 ou 5 prestataires internes et externes. Donc voilà, donc ça devait être 5 prestataires et 25 clients. Donc j'envoie les conventions. Donc à l'époque, on n'était pas encore digitalisé. Donc j'envoyais par courrier ou par mail. Il fallait qu'ils impriment le nombre d'exemplaires, etc. Et ça revenait signé. Enfin bref, après il fallait scanner. Enfin, vous voyez, rien à voir avec aujourd'hui, avec la signature électronique. Mais voilà. Et donc il s'avère que sur les 25 clients, il y a un jeu de contrat qui revient, annoté de partout en rouge, avec un mot dessus vraiment extrêmement désagréable et impoli, sans aucun coup de téléphone, sans mail, sans rien. Et ça arrive sur mon bureau et je ne comprends pas parce que les clauses étaient basiques. Enfin voilà, il n'y avait pas de révolution. C'est juste qu'on remettait à jour, puisque ça avait changé de prestataire, il fallait tout remettre à jour. Voilà. Et puis s'il y avait quand même 2-3 réglementations à appliquer, mais c'était pas, voilà, c'était négocié en plus par les grandes associations de la place, comme on dit, la place boursière. Et donc, il n'y avait pas de souci. Et donc, mon manager passe par là ce jour-là, il était présent et donc, il voit ces contrats totalement gribouillés de partout en rouge. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, il était outré. Comment ça se fait qu'on se permette ce genre de communication? Déjà, ça ne sert à rien. C'est impoli, on peut passer un coup de fil. En plus, c'est les seuls à répondre comme ça. Voilà, et ça ne se fait pas. Donc, vraiment, ce jour-là, il a vraiment fait preuve de… Il a montré ses valeurs, en fait. Il était outré, il trouvait que c'était irrespectueux totalement pour notre activité, pour notre service. Et puis, en fait, le client, c'était nécessaire pour lui. Donc, de toute façon, il ne voyait pas où était le souci, en fait. Et donc, il a vraiment fait preuve ce jour-là de soutien, d'encouragement, de confiance également envers moi et mon travail, de valorisation également. Il a valorisé ce que je pratiquais et de reconnaissance par rapport à la qualité que j'avais pu fournir. Il n'a jamais remis en cause à un instant donné le fait que j'avais fourni un travail de qualité. Et preuve à l'appui, aucun client n'avait rien dit puisqu'ils avaient tous signé. Donc, c'était les derniers à signer. Et lui, ce qu'il a retenu dans tout ça, c'était l'agressivité, du rouge. Stabiloté, sans appel, pour lui, c'était une communication agressive qui ne servait à rien, qui était non constructive. Et là encore, il y avait un deuxième message qui était passé, c'est sur le fait qu'on se doit de travailler dans
dans des environnements où il n'y a pas besoin d'agressivité, même s'il y a des points d'échauffement où on n'arrive pas forcément à être d'accord, ok, mais on ne tombe pas dans l'agressivité. Et lui, ce type de communication, pour lui, était agressive. Et donc, c'était la première lecture que j'en avais. Ce jour-là, en fait, pour moi, j'ai identifié 4 valeurs. La confiance, l'encouragement, le soutien et puis la reconnaissance sur le travail. Et un peu plus tard, lorsque j'ai été coachée pour la première fois, quelques années plus tard, on a fait le travail sur les personnes inspirantes et non inspirantes. Donc, pour ceux qui sont accompagnés, vous le connaissez déjà. Et pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Vous faites des listes de personnes inspirantes et personnes non inspirantes ou qui inspirent négativement, si je puis dire. Et donc, lors de cet exercice, j'ai compris en fait, que j'avais une deuxième lecture par rapport à cet épisode et les valeurs que j'avais notées, puisqu'il avait développé d'autres qualités derrière. Il y avait vraiment des qualités propres au leader. Ce n'était pas simplement du management pour moi, ça allait plus loin. Et en fait, à travers ce qu'il avait fait ce jour-là et le fait de m'avoir partagé ses convictions, même sa colère, sa manière de s'exprimer, parce qu'il avait pris le téléphone pour appeler ce client-là, donc j'étais présente, il m'avait demandé d'être présente, en toute transparence aussi, là, le fait que ce soit en toute transparence, donc il y avait une confiance dans ses équipes innée. Justement, j'ai compris que j'étais fière de ce service. Donc, on en revient à cette notion de réussite pour moi qui est associée à la fierté d'appartenir à ce service, à en faire partie, à contribuer. Donc, j'étais fière ce jour-là, quand j'étais à mon premier coaching et qu'on a débriefé sur cet événement. Je me suis rendu compte que j'étais en réussite dans ce service parce que j'étais fière de comment on était traité, de comment le service collaborait ensemble, et de ce qu'il avait réussi à créer au sein de son équipe par sa vision des choses, par les valeurs qu'il véhiculait dans son quotidien et par le travail réalisé en équipe, en fait. Il avait confiance dans tout le travail réalisé dans l'équipe. Il avait mis en place une organisation qui permettait d'atteindre certains résultats. Quand les résultats n'étaient pas atteints, on en parlait, on les mettait sur la table, on cherchait les causes, les pourquoi, comment améliorer, comment progresser. Jamais personne n'était accusé frontalement. Et donc là, vraiment, j'ai compris à ce moment-là qu'il avait une capacité à mener ses équipes plus loin sans les remettre en cause quand il y avait des événements extérieurs qui pouvaient arriver, comme cette histoire de signature où le client ne voulait pas signer. Mais il avait vraiment ce pouvoir de compter sur ses équipes. Il faisait confiance à ses équipes pour délivrer un travail de qualité, systématiquement. Et quand il y avait des choses à améliorer, on en parlait en toute transparence, encore une fois, donc confiance, transparence, reconnaissance et encouragement, soutien, systématiquement. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai noté en fait en deuxième lecture lors de ce coaching. Cette personne avait su, en partageant ses réactions, notamment en fait ses réactions, ses sentiments, ses convictions, sa vision de sa perception de ces situations, parce qu'il y a eu différentes situations qui sont produites, ça m'a permis de comprendre qu'il faisait confiance à ses équipes, en fait. La base, c'était la confiance en ses équipes. Et la progression, s'il était nécessaire de remettre en cause certains process, on les remettait en cause. S'il était nécessaire d'acquérir telle ou telle autre compétence, il fallait les acquérir. Il fallait accepter de jouer le jeu, bien entendu, de toujours être dans la progression, puisque lui, il était dans l'optique, il était exigeant, toujours dans l'optique de progresser. Il fallait progresser pour pouvoir toujours s'améliorer et apporter à l'équipe. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment, par rapport à ce soutien et cette confiance qu'il apportait à ses équipes, j'ai compris en deuxième lecture que c'était une qualité du leader. C'est vraiment ce que moi, je recherchais. Donc, moi, maintenant, dans ma réussite, j'ai besoin d'appartenir à une organisation où je peux être fière de ce que je fais. Et je vous partage un autre vécu, une autre expérience où en fait je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en phase et je n'étais pas fière d'être dans ce service à un moment donné. Donc plus tard, ce manager a quitté ses fonctions et j'ai eu un autre manager. Et donc à un moment donné, je me sentais plus en réussite dans ce service. Je m'ennuyais, oui, ok. J'avais fait le tour de mon poste, je maîtrisais mes fonctions, d'accord, mes dossiers, etc. Mais surtout, plus ça allait et moins j'étais fière en fait d'exercer dans ce service. La contribution était très faible puisque le juriste n'était plus placé au centre des différents business et des différents, prestations. On l'avait mis de côté. Donc, quand j'entends parler plusieurs de mes accompagnés qui disent que les opérationnels ne sont pas éduqués à la valeur ajoutée du juriste, oui, moi jusqu'à présent, j'avais été éduquée, donc j'avais quasi 10 ans de carrière, j'avais toujours été éduquée, si je puis dire,
à ce que les opérationnels étaient éduqués à la valeur qu'apporte le juriste. Donc, je ne m'étais jamais posé la question, en fait, de remettre en cause la valeur ajoutée du juriste. Pour moi, c'était inné que le juriste fasse partie des process, soit informé bien en amont dès lors que le dossier commence pour pouvoir donner son avis, démontrer les risques, les solutions à apporter, etc. Enfin, ça faisait partie du process pour moi. Donc en fait, à ce moment-là, il s'est avéré que ce nouveau manager avait régulièrement tendance à mettre de côté le juridique. OK. Et moi, je me sentais de moins en moins fière d'appartenir à ce service. Et il s'est avéré qu'un jour, il y a un client qui a fait des démarches sans respecter la réglementation, donc au niveau de l'AMF notamment. Et donc, il y avait une prise de risque énorme. Une prise de risque, pourquoi? Pour lui, déjà, oui, bien entendu, mais surtout pour l'entreprise que moi je représentais, le groupe que je représentais, en termes de réputation et un risque d'image, puisque derrière, c'est l'AMF, concrètement, donc l'autorité des marchés financiers. Donc, il y avait un risque énorme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai enclenché notre process. On avait un process d'alerte, on appelle ça un processus d'alerte en interne, avec différentes phases, on appelle ça un processus en escalier, avec différentes étapes, et on montre progressivement sur les étapes. Donc, j'ai déclenché ce système, ce qui avait été mis en place quasi 7 ans auparavant, ce qui me paraissait tout à fait cohérent. Et là, le responsable de l'époque, qui n'était plus du tout au fait du juridique, puisqu'il l'avait mis de côté depuis des années, ne comprenait pas à quoi ça servait. Il ne voyait pas les risques, en fait. Et là, je me suis sentie vraiment, premièrement, dépitée, parce que j'ai essayé d'expliquer, mais en fait, il n'y avait plus l'écoute que j'avais à l'époque, donc il n'y avait pas de volonté d'entendre le risque réel derrière. OK, donc j'étais dépitée. Ensuite, j'ai été très en colère par le manque d'intérêt sur la valeur ajoutée du juriste, mais surtout la prise de risque pour le groupe derrière. J'étais extrêmement en colère, puisque le risque pouvait déjà être mesuré, puisqu'il était sous nos yeux. On avait les preuves à l'appui, on avait les documents, on avait tout sous les yeux, donc il fallait faire quelque chose. Et surtout, on remettait en cause un process qui avait été mis en place sur une base réglementaire. Pourquoi le remettre en cause? Voilà. Donc là, je me suis sentie vraiment plus du tout fière, même en insécurité, c'était beaucoup plus fort que ça, c'était au-delà de la fierté, donc je n'étais plus du tout fière d'appartenir à cette équipe et de travailler dans ces conditions, mais j'étais surtout en insécurité de me dire, mais attention, on va prendre un risque énorme et on va risquer la réputation du service, de la boîte, etc. Et puis derrière, mais je l'ai compris que lorsque j'ai fait un autre coaching, c'était aussi que moi, je prenais un risque dans ce cas-là, puisque c'est moi qui gérais ces points-là. C'était à moi d'alerter, ça faisait partie de mes fonctions. Mais comme le juriste avait été mis de côté, le juridique avait été mis de côté, exclu de plus en plus fréquemment des process où on était inclus dès le départ, mais peu à peu, on nous a exclus. Peu à peu, forcément, c'était. Moi, je me sentais plus du tout fière de ce que je pouvais contribuer. Et puis, je me sentais en insécurité, parce qu'on prenait beaucoup trop de risques. On ne faisait plus du tout attention à tout ce qu'on avait mis en œuvre jusqu'à présent. Donc c'est là que j'ai compris lors de ce coaching et cette expérience, donc un deuxième coaching, donc je me suis fait coacher une deuxième fois, et puis cette expérience que je me suis dit, oui, voilà pourquoi lors de la précédente expérience, je m'étais sentie en sécurité, en confiance, puisque j'avais été soutenue, encouragée, on avait un cadre, des process qui étaient clairs, on les suivait, on était en cohérence avec nous-mêmes. Et puis, avec un changement de manager, il s'est avéré que les process étaient pourtant là, mais qu'en pratique, on ne les appliquait plus. Il était annoncé qu'il ne fallait plus les pratiquer. Donc, je me suis sentie en insécurité et en incohérence. Donc, je ne pouvais plus être fière. Donc, j'étais plus en réussite sur ce poste. Quand bien même j'avais toujours le même salaire, le même titre, voire un titre encore un peu plus ronflant, je pense. Mais je n'étais plus en réussite. J'étais plus en phase avec moi-même. Je ne pouvais pas exercer mon métier de juriste selon les valeurs que moi, je m'impliquais, selon l'exigence aussi que j'avais envers le métier de juriste. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Et pour faire le lien avec le podcast numéro 12, si vous avez l'occasion de l'écouter, à ce moment-là, donc je me suis sentie en insécurité, oui. Je me suis sentie aussi très en colère, dépitée, ça c'est vrai. Et aussi dépitée par l'ignorance ou le manque d'éducation de ses collaborateurs qui rejetaient le juridique et la valeur ajoutée, finalement, qui n'en tenaient pas compte alors que ça aurait été, que jusqu'à présent, ça avait fait ses preuves, donc je ne voyais pas pourquoi on le mettait de côté maintenant. Mais surtout, sur le fond, je me suis sentie non soutenue, non encouragée et pas du tout en confiance dans cet environnement. Voilà. Et c'est ça qui avait évolué. Par rapport à ma première expérience avec mon manager, qui est un vrai leader, j'étais en confiance, j'étais en sécurité, j'étais soutenue, j'étais reconnue pour ce que je faisais.
J'étais associée, je faisais partie du comité de direction, j'étais associée à toutes les décisions. On me demandait mon avis ou au moins un avis consultatif avec plusieurs types de solutions. C'était mon job, il fallait être pragmatique. Et puis, là, je me suis sentie évoluer vers un monde, un environnement qui était très, très loin de mes valeurs. Ok, donc là, j'avais besoin de changer. Concrètement, d'environnement, ça n'allait plus. J'étais plus en phase du tout. Et puis, j'étais pas en réussite et j'apprenais plus rien. Donc, sur plusieurs plans, ça ne me nourrissait plus intellectuellement, émotionnellement. Et ma fierté n'était pas nourrie. D'accord. Donc, pour moi, la fierté, c'était d'appartenir à un service qui me permettait d'être fière et d'être en réussite. Les trois étaient liés. La réussite, la fierté et les valeurs véhiculées par ce service, c'est-à-dire la confiance, le soutien, les encouragements, la reconnaissance et un travail exigeant de qualité. Voilà, vraiment, c'est cela. Ensuite, donc, je suis passée sur un autre poste et là, j'ai eu un second manager. Et il a fallu, donc j'étais responsable juridique, et j'ai dû recruter. Donc, à un moment donné, quand on prend un poste, on fait l'audit un peu de ce qui se passe, etc. Donc, c'était aussi une création de service, mais avec des personnes qui faisaient partie de l'entreprise. Et donc, à un moment donné, on fait un audit des besoins. Est-ce qu'on a toutes les compétences? De quoi on a besoin sur tel type de dossier, est-ce qu'on est en phase, etc. Et donc, il s'avère qu'à la fin de cet audit, il fallait recruter. Quelqu'un qui était capable de traiter des fusions-acquisitions à l'international et qui avait une expérience donc, dans des cabinets d'avocats, qui avait donc la force de travail, les compétences, qui savait discuter et négocier et écouter des conversations entre avocats lorsqu'ils négociaient les contrats, etc. Donc, il nous fallait quelqu'un de ce niveau. Et puis, il m'a beaucoup apporté ce manager, puisqu'à un moment donné, j'ai recruté. Donc, moi, pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait donc un IUT, un IUP et l'école de commerce. Hein. Donc, j'ai un bac+5 en droit des affaires, mais je n'ai jamais voulu passer le barreau. Moi, ce n'était pas mon truc. Moi, je ne voulais pas devenir avocate. Donc là, concrètement, on cherchait un avocat ou une avocate. Et moi, je n'ai jamais voulu devenir avocate parce que moi, c'était clair dans ma tête. Je voulais être en entreprise, je voulais être au plus près des affaires, donc en droit des affaires. Donc, jusqu'à ce moment-là, ça ne m'avait jamais posé de problème. J'ai toujours travaillé avec des avocats, etc. Donc, ça ne m'avait pas posé de soucis. Et là, il s'avère qu'à un moment donné, je me suis posé la question, et comme beaucoup de managers me l'ont partagé sur les dernières semaines, je me permets de vous le partager, c'est que je me suis posé des questions sur le fait, mais attention, je vais recruter quelqu'un de plus expérimenté que moi, voire de plus diplômé, puisqu'il y a le barreau en plus. Et ça me fait sourire, en fait, maintenant, quand j'y repense. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis posé à l'époque comme question. Et ça m'a fait entrer dans mes peurs et j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je fais le bon choix, etc., etc. Alors que la fiche de poste était clairement définie en fonction des besoins. On avait des candidats, certains candidats se détachaient, donc voilà, on avait tout qui se coordonnait. Et puis, à un moment de conclure le recrutement, ces questionnements me revenaient de plus en plus fréquemment. Et j'ai pris quelques notes pour surtout rien oublier, pour tout vous partager. Et finalement, j'avais des scénarios catastrophes qui m'arrivaient de ce qu'on appelle en coaching des croyances. Hein. Souvent, vous l'entendez quand vous êtes coaché par vos propres coachs. Et vous entendez, et si cette personne était meilleure que moi? Et si cette personne voulait ma place? Et si cette personne me faisait de l'ombre? Donc, j'avais tous ces scénarios catastrophes dans la tête. Donc, ça me fait sourire maintenant parce qu'avec le recul... voilà, c'était vraiment une pure création de mon esprit, de mes propres peurs que je projetais. Et j'étais bien embêtée parce que du coup, je n'étais pas du tout fière de faire ce recrutement et de penser cela. J'étais fière d'avoir défini des critères très, très précis pour recruter, d'avoir reçu un certain nombre de candidats qui correspondaient au poste, qui avaient les compétences, l'expérience nécessaires et qui pouvaient s'intégrer en termes de personnalité également dans l'équipe, parce qu'il y avait l'équipe des juristes et puis il y avait l'équipe des ingénieurs financiers, donc il fallait pouvoir s'intégrer correctement aux équipes. Gérer le rythme de travail, puisqu'en fusion-acquisition, le rythme est extrêmement soutenu. Hein, quand on a les périodes de fusion 2 fois dans l'année, on bosse largement 10 heures par jour et c'est très soutenu. Et donc, voilà. Et j'étais bien embêtée avec tout ça. Et j'étais super gênée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'étais très en confiance avec ce manager, hein, on avait déjà échangé sur un certain nombre de sujets, je lui faisais confiance, il a toujours eu un retour et une analyse sur mes situations avec toujours les bonnes questions au bon moment, les questions percutantes qui me permettaient de réfléchir, de prendre de la hauteur. Voilà. Et puis, donc, quand je me suis mis à lui présenter le sujet, il s'est mis à rire, donc déjà ça détend, voilà. Il avait un côté espiègle. Moi j'aime bien quand il y a toujours un côté espiègle chez les gens, ça permet toujours de dédramatiser les situations, de les prendre avec le sourire et c'est toujours beaucoup plus facile et simple.
Et, euh, et donc, il m'a posé quelques questions. Donc, première question, est-ce que sur ce poste, il était requis de prendre un avocat? Je lui dis, bah oui, par ça, il faut quelqu'un qui a une expérience en cabinet d'avocat. OK. Est-ce que cette personne veut manager? Je lui dis, bah non, enfin, a priori, non, c'est des juniors, on n'en a même pas parlé pendant l'entretien. Quand je leur ai posé la question sur la vision à 5 ans, parce que c'est une question que je posais souvent en entretien, quelle est votre vision à 5 ans, voire 10 ans? La plupart n'avaient même pas de vision, donc ils n'étaient déjà pas projetés manager. OK. Et puis, est-ce qu'ils aiment gérer les situations difficiles, complexes, politiques, conflictuelles? Je lui ai indiqué, bah non, a priori, ils aiment tous traiter leur dossier, mais ils ne veulent pas trop d'interaction. Voilà, ils veulent une collaboration harmonieuse, mais pas trop de défis sur le relationnel. OK. Et la dernière question, c'est pourquoi vous l'avez recruté? Pourquoi vous voulez recruter cette personne? Allez, moi, je réponds spontanément, bah, pour son expérience, son attitude, sa force de travail, puisque je m'étais renseignée, cette personne avait notamment aussi fait un long passage à l'AMF, donc elle avait toute la méthode, en plus de la force de travail acquise et des méthodes de travail acquises en cabinet d'avocat. Donc, la personne avait tout sur le papier. Et ça s'avérait vérifié par les différents appels que j'avais pu passer. Donc voilà. Donc en fait, tout était coché. Donc ces questions m'ont permis de répondre à du factuel. Je suis revenue à du factuel. Je suis sortie de mes émotions, de mes propres peurs, pour me concentrer sur l'intérêt du service. Quel était l'intérêt du service? C'était d'avoir une personne qui était compétente, qui avait la force de travail, qui avait les compétences, etc. La méthode de travail également et la capacité à interagir et négocier avec les avocats. C'est ce qu'on voulait. Donc, on répondait à tous les besoins du service. Donc là, il m'a permis, pendant cet échange, de switcher sur je passe de mes peurs, je reste centré sur mes peurs, donc je suis en position fixe, je ne suis plus du tout dans le progrès, l'évolution, l'amélioration. Et après, à passer sur un axe de progrès pour mon propre service, pour le faire progresser, pour pouvoir répondre aux besoins, pour soulager l'équipe sur les autres dossiers, etc. Pour harmoniser tout ça et remettre un peu de calme dans l'équipe, voilà, et de structure. Donc, en faisant cela, il a fait quoi? Il a fait preuve d'écoute, bien sûr, la fameuse écoute active que les différents managers, coachs et leaders connaissent. Il a fait preuve il m'a permis de gérer mes émotions. Donc, je suis passée de l'état de j'ai peur, avec toutes mes croyances qui tournaient en boucle dans mon cerveau et mes petites voix qui me disaient ah, nanana, et ben, je suis passée à un focus sur mon service. OK? Et là, il m'a dit, vous savez, les personnes, les très bons managers qui sont des vrais leaders, de qui ils s'entourent? Ben, je lui dis que de personnes plus expérimentées. Lui, il en était un, et deux même de mes précédents managers s'entouraient aussi de personnes toujours plus compétentes qu'eux. Et il m'a dit, oui, c'est ça le secret. On s'entoure de personnes plus compétentes que nous, au moins dans certains domaines où on a identifié qu'on a encore à progresser, qu'on doit progresser ou qu'on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un et de faire confiance à quelqu'un qui a toutes les compétences requises pour traiter tel et tel sujet, puisque plus on est en position haute dans une entreprise, plus il faut avoir des personnes de confiance sur lesquelles s'appuyer qui ont les compétences opérationnelles. D'accord? Et donc, il dit, les bons leaders, ils s'appuient sur ces personnes-là, ils les aident à progresser elles-mêmes, tout en se faisant progresser soi-même, parce qu'à leur contact, c'est un échange en fait. Le manager leader va échanger avec le juriste par exemple expert, et le juriste expert va croître peu à peu. Le manager va également s'enrichir, et peu à peu, ce manager, quand c'est un très bon leader, va l'aider à prendre de l'autonomie et va même être content quand cette personne prend son envol et permet d'aller prendre la direction d'un service ou une nouvelle expertise, etc. ailleurs. Donc là, c'est vrai qu'il m'a fait toucher du doigt encore une autre compétence du leader, qui est le fait de savoir faire croître, donc de savoir bien s'entourer déjà de personnes compétentes, sans entrer dans la comparaison, mais en étant focus sur le fait que chacun va s'apporter, chacun va progresser au contact de l'autre, chacun va collaborer d'une certaine manière en confiance, en sécurité, pour pouvoir progresser, chacun va progresser. Et le leader, le très bon leader, va permettre à cette personne de prendre son envol, d'être de plus en plus autonome, en le mettant en lumière, en reconnaissant, en valorisant tout ce qu'il fait pour que cette personne ait une carrière valorisante, qui le fait vibrer, qui soit super intéressante et qui lui permette, peut-être lucrative aussi, bien entendu, mais qui lui permette vraiment de s'épanouir
en fonction de ses propres objectifs. Okay, et ça, c'est vraiment un point super important également. Ce second manager m'a également apporté ça, sur le fait de savoir gérer ses émotions, se détacher de soi, de ses peurs, mais se concentrer sur le service. Et au-delà de ça, de démontrer que le fait d'être un bon leader, c'est s'entourer également de personnes plus compétentes que soi, plus expérimentées, qui apportent plus. Et donc, il ne faut pas être dans la comparaison, mais il faut être dans la collaboration dans ce cas-là. Et ça, c'est vraiment un point super important. Et la collaboration qui fonctionne, elle est basée sur la confiance, la sécurité, le respect, le partage, l'écoute. Voilà, ça, c'est vraiment des valeurs fondamentales pour moi. Donc voilà, donc en conclusion, la réussite pour moi, c'est quoi? Ce n'est plus le salaire et le titre. La réussite pour moi, c'est vraiment avoir la fierté de faire ce que je fais, d'appartenir à telle ou telle organisation et de pouvoir partager en toute humilité ce que j'ai à partager par rapport à mon job actuel ou mon job précédent. Okay, c'est ce que j'ai voulu vous faire partager tout au long des exemples que je viens de vous partager sur mes 2 managers qui m'ont accompagné, qui sont des vrais leaders. C'est vraiment ce que je voulais vous faire toucher du doigt, que la notion de réussite n'a pas qu'une seule définition, qu'elle évolue tout au long de sa vie et qu'on peut la faire évoluer en fonction de ce qu'on veut atteindre comme but. Donc, à titre personnel, moi, je me sens en réussite quand? Quand je sais être à l'écoute suffisante de mes enfants, de mon mari, de ma famille, des amis qu'on rencontre. C'est-à-dire être suffisamment présente pour moi, c'est être physiquement présente, donc avoir du temps pour eux, bien entendu, et mentalement présente. C'est quoi? Et là, je vise la charge mentale que j'ai aussi connue, que j'ai longtemps connue et que je connais encore par période. Ça fait partie de la vie, bien entendu. On est concentré sur autre chose, on a encore des trucs qui tournent dans la tête, c'est normal. Mais à certains stades de vie, à certaines périodes charnières, on a plus de cette charge mentale qui nous prend la tête. Et du coup, dans ce cas-là, pour moi, être en réussite, c'est vraiment réussir à couper et à être présente aux personnes que j'aime, avec qui j'ai envie de partager. Donc, mes enfants, mon mari. Voilà, c'est vraiment important pour moi. Et c'est important également d'avoir le temps d'observer mes enfants, d'échanger avec eux, d'apprécier ce qu'ils sont en train de découvrir, d'apprendre, de traverser les petites épreuves que tous les enfants traversent, où il faut les accompagner, les aider à mieux se comprendre, à mieux réagir, pourquoi je réagis comme ça, etc. Donc, tout ce qui est gestion des émotions également. Mais vraiment avoir ce temps-là. Donc, j'en reviens à mon équilibre, vie pro, vie perso. Bien entendu, j'ai mes ambitions. J'ai fait le choix de créer un service d'accompagnement pour les juristes. Donc, oui, j'ai des ambitions professionnelles et je veux réussir sur ce plan-là également. Donc, être fière de cela. Mais je tiens également à être fière et donc à réussir ma vie de famille. Et pour moi, la réussite, c'est de pouvoir ressentir cette fierté, donc être en phase avec tout ce que je vis dans ma vie privée. Et au niveau professionnel, c'est d'être fière de ce que je permets de comment je permets de faire cheminer les personnes pour qu'elles atteignent un mieux-être, qu'elles se connaissent mieux, qu'elles choisissent de changer d'environnement ou non en toute confiance, en ayant exploré bien ce qui leur convenait, ce qui leur ne convenait plus. Okay, avec tout un tas de techniques derrière, donc LinkedIn, les outils de com, le CV, etc. Bien entendu, la tenue d'un entretien, oui, mais avant tout que ça colle à ce qu'elles ont réellement besoin et que ça nourrisse leurs valeurs profondes. Et là, dans ce cas-là, je suis en réussite. Je peux être fière de l'accompagnement proposé, fourni à cette personne, dès lors qu'elle a bien exploré tous ces éléments. Et je vais vous partager quelques notions de réussite que j'ai eues la semaine dernière. Donc, j'ai partagé la notion de réussite avec une directrice juridique qui a 51 ans, avec une juriste qui a 38 ans, avec une responsable juridique qui a 31 ans. Donc, je vous donne la définition de chacune. Ça va vous aider à comprendre qu'il y a différentes définitions de la réussite. Donc, pour la directrice juridique que j'accompagne en ce moment en mobilité, en programme mobilité, pour elle, c'est créer une équipe, construire une équipe qui collabore, qui est en collaboration, mais qui n'est pas en compétition. D'accord? C'est important pour elle. Se sentir en réussite professionnellement, pour elle, c'est d'avoir créé, construit une équipe qui collabore, qui est en collaboration. Pour la juriste que j'accompagne, pour elle, la réussite, c'est de travailler dans un milieu innovant où elle apprend autant qu'elle contribue, qu'elle apporte. D'accord? Donc, pour elle, il s'agit vraiment de travailler dans un milieu innovant
Donc, pas plan-plan, hein, où on utilise le digital, on nous utilise les nouveaux outils, on met en place de la communication interservice, etc. C'est ce qu'elle entend sous le terme innovant. Et où elle apprend, elle-même, elle apprend, elle se nourrit de tous ces contacts notamment, et où elle contribue autant qu'elle apprend. C'est dans les deux sens. Il faut qu'elle puisse contribuer autant qu'elle apprend dans ce service. Et puis, la responsable juridique, pour elle, la réussite professionnelle, c'est pouvoir parler en positif de son entreprise, de l'entreprise dans laquelle elle évolue, et d'être fière d'évoluer dans cette entreprise. Pour elle, il y a également la notion de fierté. D'accord? Je vous répète, il s'agit pour elle de parler en positif de l'entreprise dans laquelle elle évolue, c'est-à-dire d'être fière d'évoluer dans cette entreprise. Pour elle, c'est vraiment le critère de réussite par excellence. Vous voyez, donc on a 3 définitions totalement distinctes. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à faire un exercice en 4 étapes. Je vous propose un exercice en 4 étapes pour vous-même vous interroger sur cette notion de réussite. C'est intéressant de le faire avec vous-même, donc vous prenez un papier, un crayon, et puis vous le faites dès lors que vous avez un petit peu de temps devant vous. Et vous notez pour vous ce qu'est la réussite en 2 phrases très courtes. C'est quoi la réussite pour vous en 2 phrases très courtes? Donc, une au niveau professionnel et une au niveau personnel. C'est quoi pour vous? Deuxième étape, vous notez quelques paroles, souvenirs de messages véhiculés dans votre enfance par les profs, par vos parents, par les grands-parents, par les oncles et tantes, par les amis, par les profs à l'école et aussi par les profs au sport, à la musique, au dessin, etc. Peu importe, dans vos différents environnements, quels étaient les messages véhiculés sur la réussite pendant votre enfance, votre adolescence, et même votre vie de jeune adulte d'ailleurs, si vous avez eu des messages véhiculés sur la réussite, et même encore, si vous en avez encore qui diffèrent de vous. Troisième étape, vous allez décrire 2 personnes inspirantes autour de vous qui incarnent pour vous la réussite. Décrivez ces 2 personnes inspirantes qui incarnent pour vous la réussite, c'est-à-dire que vous allez décrire leur attitude, leur ton, comment elles s'expriment, quel niveau de langage elles utilisent, quelles émotions elles dégagent, comment elles communiquent, si c'est froidement, avec chaleur, régularité, est-ce qu'elles sont accessibles, qu'est-ce que vous ressentez à leur contact? Est-ce que vous vous sentez tout petit, diminué dans votre coin? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez à l'aise, intéressé, respectueux ou pas respectueux, etc. Comment vous vous sentez face à ces 2 personnes inspirantes? Décrivez avec un maximum de détails, notamment émotionnels, aussi sur la communication verbale et non verbale que ces personnes emploient. Donc, verbal, c'est les mots, hein, c'est ce que vous employez. Le non verbal, c'est l'attitude. Est-ce que c'est souriant, ouvert au niveau du visage? Et le non verbal, c'est aussi les gestes. Est-ce qu'ils communiquent avec les gestes ou non? Est-ce qu'ils communiquent toujours par téléphone, par mail, par SMS? Ou est-ce qu'ils se déplacent dans les bureaux? Est-ce qu'on se voit physiquement? Est-ce qu'il y a des réunions, etc. Voyez, si c'est des personnes dans le pro, je veux dire, hein, voyez qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnes. Essayez d'identifier cela. Et puis, 4e étape, maintenant, je vous redemande quelle est votre définition de la réussite. De la réussite dans sa globalité de votre vie et de la réussite professionnelle et personnelle. Voilà. Je vous laisse sur ce cheminement sur la réussite. J'espère que ce sera un sujet qui vous intéressera. Et je vous dis à bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent,
en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permettent de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.